Bonjour à tous, je me prénomme Gaël, indicatif F4ISG. Bienvenue à vous sur la chaîne Rando QRP. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une antenne qui, selon moi, est incontournable de par son excellent rapport qualité-prix, sa modularité et, ma foi, ses performances. En effet, j'ai pu avec réaliser quelques QSO DX en QRP, bien sûr, parfois assez surprenant. La vidéo va se dérouler de la manière suivante. Je vais tout d'abord vous présenter cette antenne, puis je l'installerai et j'essaierai de faire un QSO. Allez, c'est parti. Donc je me trouve en Normandie, dans le Calvados, le département 14, sur les hauteurs de Clécy-Saint-Omer. On voit Clécy en bas dans la vallée. Donc je me trouve sur l'un des deux décos de Clécy-Saint-Omer, le déco ouest plus exactement. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas bonnes du tout pour décoller de ce site. Donc il n'y a aucun parapentiste, uniquement des promeneurs. Alors j'ignore si c'est un bon spot pour y faire de la radio, mais c'est ce que je vais voir tout à l'heure. L'antenne en question est la PAC 12. La PAC 12 est généralement vendue sous la forme d'un kit que l'on trouve sur internet sur diverses plateformes de vente. C'est une antenne qui est particulièrement adaptée aux opérations portables sur le terrain. Puisqu'il s'agit d'une antenne verticale, aucun support n'est nécessaire à son déploiement. On va la fixer directement au sol à l'aide d'un piquet d'ancrage. Elle est compacte, elle se trouve ici dans un sac à dos d'une contenance de 22 litres, un Rush 12 pour les connaisseurs, dans lequel se trouve également une radio Yaesu FT 818 et tous ses accessoires. L'antenne est relativement légère, elle fait 1,4 kg environ, et selon le fabricant, on peut l'utiliser du 40 mètres jusqu'aux 6 mètres. En principe, son fonctionnement favorise les contacts longue distance, à condition bien sûr de se trouver dans un environnement favorable, mais surtout d'avoir un sol adéquat, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas acheté le kit PAC 12 complet. J'ai acheté les éléments les uns après les autres au gré de mes besoins. J'ai donc commencé par ce brin télescopique qui a 14 sections et dont la longueur totalement déployée est de 5,60 m. Replié, il mesure 50 cm. Il est ici pourvu à sa base d'un pas de vis M10. Alors au début, j'avais des doutes sur la résistance de ce brin télescopique, notamment à sa base où la contrainte mécanique est la plus importante. Mais après de multiples usages, je n'en ai plus. Et puis dans le pire des cas, cet élément est facilement remplaçable. Le piquet d'ancrage de l'antenne, il est en alu, à la fois léger et résistant. Il est équipé d'un pas de vis M10. Alors voici l'embase de l'antenne que l'on va utiliser dans le sens de lecture. Sur cette étiquette, on peut retrouver les principales caractéristiques de l'antenne, notamment la puissance de l'émetteur admissible jusqu'à 100 watts et la plage de fréquence de 7 à 50 MHz. L'embase est équipée de part et d'autre de pas de vis M10. Ici, un connecteur SO239. Alors, celui que j'avais à l'origine sur l'embase était de mauvaise qualité. La partie centrale tournait dans le vide, ce qui occasionnait parfois un faux contact. Donc j'ai purement et simplement remplacé ce connecteur et depuis, plus de problème. La bobine de l'antenne, qui est pourvue d'un ingénieux dispositif coulissant, qui permet de faire varier sa valeur, comprise entre 3 et 22 micro-henry. La bobine est pourvue de part et d'autre, bien entendu, de visserie M10. Alors parfois j'ai un petit problème avec cette petite pièce qui pivote parce que j'ai mal conditionné la bobine dans mon sac. Il convient pour la remettre en place d'être délicat de manière à ne pas casser cette lamelle
ou abîmer le fil qui compose la bobine. Dans cette housse, qui n'est ni plus ni moins qu'une housse de casque de moto que j'ai équipée de velcro, on trouve un brin télescopique de 10 sections et qui a une longueur totalement déployée de 2,50 m. Il est pourvu lui aussi d'un pas de vis M10. À l'intérieur de la housse, on va trouver 4 extensions alu qui font chacune 32 cm, équipées de pas de vis M10, qui n'ont pas de marquage comparé à ceux étant dans le kit d'origine, mais excepté ce détail, ils sont rigoureusement identiques. À savoir qu'il existe une version de cette extension mesurant 1 mètre de long. Je ne possède pas cet accessoire. Alors l'antenne à l'origine est équipée de ce système de contrepoids qui n'est ni plus ni moins qu'un œillet de 10 mm qui est connecté à une nappe d'une dizaine de fils qui ont une longueur d'un peu plus de 5 mètres. Alors il convient de scinder ces fils et de les disposer à 360 degrés par rapport à la base de l'antenne. Alors ces contrepoids ou ces radiants, à quoi servent-ils? Eh bien, ils permettent de pallier à la résistivité plus ou moins importante du sol. Si celui-ci est très bon et donc possède une bonne conductivité, on obtiendra une impédance à la base de l'antenne d'environ 36 ohms. Retenez que plus le sol est résistif et plus il dissipera sous forme de chaleur l'énergie qui est censée être dissipée avec l'antenne. Si par exemple on mesure 76 ohms, c'est qu'il y a 40 ohms dus à la Terre qui viennent s'y mettre en série. La puissance de l'émetteur part donc pour partie dans la résistance de rayonnement, donc vers les correspondants, mais pour l'autre partie dans la résistance de Terre, où elle se transforme en chaleur, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Ça n'est pas du tout le but recherché. Il convient donc d'utiliser un système de contrepoids le plus efficace possible pour maximiser le rendement de l'antenne. Alors si j'utilise ce système de contrepoids sous cette forme, c'est-à-dire sans scinder les différents fils, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec une espèce de dipôle en V à 90 degrés, dont un élément traîne au sol. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais de toute manière, cela ne va pas rayonner de manière omnidirectionnelle. Alors pour ma part, je n'utilise pas ce système de contrepoids, j'utilise ceci. Alors il s'agit d'un disque en alu de 12 cm de diamètre, sur lequel on trouve 8 vis papillons. Sur ces vis papillons, j'ai fixé du fil de récup, 8 longueurs d'un petit peu plus de 5 mètres. Alors pourquoi cette longueur? Parce que ce sont des quarts d'onde qui correspondent à la bande des 20 mètres. Et la bande des 20 mètres, c'est la bande sur laquelle je suis le plus actif. Alors, ce système, il est chouette, hein, il est efficace. Pour autant, il est relativement fragile. Je m'explique. Au départ, j'avais serti les fils sur les œillets de manière classique. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, les fils avaient tendance à se rompre ou à se détacher. Donc j'ai dû modifier ma façon de sertir les fils. En fait, je les ai sertis avec la gaine du fil. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon. Donc voilà, ce n'est pas l'idéal. D'autant plus que sur le terrain, vous risquez aussi de perdre des vis papillons. Donc pour le moment, je reste comme ça, mais si à l'avenir, je vois que ça ne le fait pas, je reviendrai à ce système d'origine qui, ma foi, est beaucoup plus compact. Mais je le ferai, j'en ferai un maison. Voilà, j'en ferai un moi-même. Le fait que tous les éléments de l'antenne soient en M10 est un réel avantage. En effet, ça va nous permettre d'utiliser cette antenne de différentes manières avec diverses configurations.
nous allons par exemple pouvoir l'utiliser avec le piquet d'ancrage, le système de contrepoids, l'embase et le brin télescopique. Ou alors le piquet d'ancrage, le système de contrepoids, l'embase, la bobine posée au sol et le brin télescopique. Ou alors avec le piquet d'ancrage, le système de contrepoids, l'embase, les extensions alu, la bobine et le brin télescopique. Mais encore avec le piquet d'ancrage, le système de contrepoids, l'embase, les extensions et le brin télescopique. Si je remplace le brin télescopique de 2,50 m par celui de 5,60 m, je vais pouvoir travailler sur des fréquences beaucoup plus basses que celles indiquées par le fabricant de l'antenne. Et en l'occurrence, je vais pouvoir travailler avec tous les éléments dont je dispose sur la bande des 60 mètres. Sur la bande des 40 mètres, par exemple, j'aurai une réactance inductive beaucoup moins importante. Donc, je réduirai les pertes liées à l'utilisation de la bobine. A contrario, par jour de grand vent, il sera préférable d'utiliser le brin télescopique de 2,50 m, celui-ci ayant une prise au vent moins importante que celui de 5,60 m. Cela pour éviter une éventuelle chute de l'antenne, voire une casse. Pour le déploiement de l'antenne, il convient d'éviter de l'installer près d'obstacles immédiats tels que de grandes armatures métalliques, des lignes à haute tension, des habitations, etc. Bien que pour ce dernier cas, ça ne m'a pas empêché de faire dans un minuscule jardin situé en zone urbaine de très beaux QSO DX, en QRP bien sûr, et ce, parfois dans de très bonnes conditions. Il est préférable aussi de privilégier des endroits où le sol est riche, humide. L'humidité permet en effet une meilleure conductivité. Plus le sol aura une conductivité importante, et plus l'angle d'attaque de votre antenne sera bas sur l'horizon, ce qui favorisera les DX. Au contraire, plus le sol aura une résistivité importante, et plus l'angle d'attaque de l'antenne sera élevé. Les terrains humides, voire marécageux, sont de très bons sols. Le sous-bois est un sol moyen. Les terrains secs, rocailleux ou sableux sont véritablement défavorables. Le montage de l'antenne est simple et rapide. Il me prend une bonne dizaine de minutes. Alors j'en profite pour ouvrir une parenthèse concernant l'entretien de cette antenne. N'hésitez pas, lors de retour de vos sorties, à badigeonner les deux brins télescopiques de WD-40. C'est un produit vraiment magique. Ça permet de repousser l'humidité, ça lubrifie le tout, ce qui facilite le déploiement de ces brins télescopiques et peut vous éviter une éventuelle casse. Idem, vous pouvez aussi en mettre sur les différents pas de vis et ça vous permettra d'avoir une antenne en bon état et ce pendant longtemps. Bon, je vais procéder au montage de l'antenne. Je vais la monter entièrement et je reprendrai la vidéo juste après. Voilà, l'antenne est montée. Donc j'utilise le brin de 2,50 m étant donné que ça souffle un petit peu. Donc les radians sont bien disposés à 360 degrés par rapport à la base de l'antenne. Si vous opérez depuis un endroit réduit, vous pouvez les replier, ces radians, ça n'est pas dramatique. Dans le pire des cas, vous allez donner un tout petit peu de directivité à votre antenne. Je vais la régler à l'aide de mon Nano VNA. Le voici. Hop. Petite astuce. Si j'arrive à ouvrir la housse d'une seule main.
Ouais, ça le fait. La fameuse boîte Kinder. Alors ça, c'est un excellent moyen pour toujours avoir quelque chose à portée de main et puis éviter de le perdre. Très bien. Le Nano VNA est calibré. Il est calé sur 21060. 21 méga 060 qui est la fréquence QRP sur la bande des 15 mètres. Alors je ne sais pas si vous arrivez à distinguer ce qui se passe là sur l'écran. A priori l'antenne est trop longue, donc je vais devoir agir sur la bobine. Alors il y a une chose qui me paraît importante à préciser concernant le montage de l'antenne, c'est qu'il ne faut jamais déployer le brin télescopique avant de le fixer sur l'antenne. Parce que là vous allez finir par foirer le pas de vis de sa base. Alors là, qu'est-ce que je lis? Je lis 1,63, c'est pas bon. Ah. Donc l'antenne est un poil trop longue. Non, je reviens en arrière. Hop. Et je vais raccourcir le bras. Hop. Ouais, c'est pas mal ça. 1,19. Je rallonge un tout petit peu le bras. 1,17. Voilà, je chipote. 1,18. Allez, on va laisser comme ça. Voilà, voilà. Je refais une lecture. Et ça n'a pas bougé. 1,17. Ça n'a pas l'air de beaucoup marcher aujourd'hui sur le 15 mètres.
Bon, sur le 15 mètres, apparemment, celle-là ne marche pas. Donc, je vais changer de bande. Et on va aller faire un tour sur le 17 mètres. Bon, les conditions sont vraiment pas bonnes aujourd'hui. J'espère ne pas être ne pas rentrer bredouille. C'est bien parti pour. Ah, vous êtes encore là? Ça fait une demi-heure que je bataille et ça veut pas marcher. Donc il est urgent d'attendre. Ah, décidément, j'ai pas de bol moi. Bon, eh ben, c'est pas une journée pour faire du QRP parce que je n'arrive à rien du tout, à rien. Ouais, c'est super quand tu dois faire une démonstration et que ça marche pas. Ah.
Oui, je crois qu'il a dû me la m'entendre. Hein. Bon, il n'a pas envie de discuter, c'est pas grave. Il est parti. Il est parti. Ouais, ça devait être limite de son côté quand même. Hein. Bon. Après-midi assez mitigé, je dois dire. Je m'attendais à mieux. J'ai tenté diverses choses et bah, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça. J'ai tenté ma chance sur diverses bandes. J'avais des stations américaines qui m'arrivaient plein pot, bah, j'ai tenté de les contacter. Mais là on était devant un cas d'école, hein, ce que l'on appelle un QSO asymétrique. Hein. Il y avait d'un côté il y avait un gros pistolet et puis de l'autre côté il y avait un pistolet à bouchon. Voilà, c'est comme ça. C'est de la radio. Les conditions n'étaient pas réunies. On a beau faire, on aura beau avoir une bonne antenne, une bonne radio, mais si la météo spatiale n'est pas favorable, s'il n'y a pas de propague, eh ben ça ne marchera pas. C'est comme ça. Si ça marchait tout le temps, ça n'aurait aucun intérêt, franchement. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez relevé une erreur, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez une remarque ou tout simplement si vous avez une interrogation, vous postez un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Ceci dit, est-ce que la PAC 12 est une bonne antenne? Oui, selon moi, c'est une bonne antenne. Elle est bon marché, ou du moins elle a un bon rapport qualité-prix. Elle est modulaire. Les éléments sont interchangeables et quand les conditions sont réunies, c'est une antenne qui peut s'avérer efficace. En tout cas, c'est une très bonne alternative à certaines antennes américaines ou anglaises qui sont vendues à des prix très élevés. À vrai dire, cette antenne, je ne m'en suis pas beaucoup servi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Qu'avons-nous dans ce sac ? Voilà. Je pense que vous aurez deviné de quoi je parlerai dans une prochaine vidéo.